citoyen. Donc, moi, citoyen, question par rapport à la création d'UDI. L'UDI, création au centre droit, certes, donc on reste quand même dans une vision politique assez ancienne et sans bouger les lignes, de droite-gauche, hein, toujours en opposition. On ne cherche pas à rassembler, faire les bonnes idées. Hein. Le but, pour moi, en politique, c'est de trouver les bonnes idées, les voies de progression qui mettent le plus de personnes en accord. Donc là-dessus, ça, c'est quelque chose que, voilà, je ne semble pas l'avoir entendu ce soir. Et d'autre part, donc, par rapport à la lutte contre le Front National, je pense que moi, au niveau du dialogue, si on dialogue, si on explique et si on explique encore, là, de ce côté-là, on n'aura plus de soucis avec le Front National. Voilà, merci. Oui, merci d'avoir posé l'équation. Notre message, c'est un message de rassemblement. On le fait, Jacques, Jean-Christophe, Rama, tous les élus qui sont là, dans l'exercice de nos mandats. Nous n'avons pas une vision de la vie politique qui est de cataloguer les gens. On s'adresse à tout le monde et on pense que tout le monde peut apporter quelque chose. Maintenant, il y a des institutions. Et il s'agit d'incarner notre démarche politique dans un système qui est la Ve République, où effectivement il y a une majorité et une opposition. Voilà, donc c'est pour ça que Rama l'a indiqué, Jean-Christophe aussi, il y a un positionnement qui est clair. J'ai envie de vous dire aussi qu'aujourd'hui, moi je le dis au Sénat, le pouvoir est déjà, au bout de 6 mois, quand même dans une forme de déliquescence, qui fait que oui, on doit s'adresser à tout le monde, mais on doit aussi marquer un certain nombre de différences. C'est le message que nous portons, on le porte à l'Assemblée, on le porte au Sénat, mais ce message a beau être un message de rassemblement, il ne peut pas non plus souffrir d'une forme d'équivoque. Voilà, il y a une élection présidentielle, et là, à ce moment-là, il faut choisir. On a tous choisi, et simplement dans ce département, ce que nous croyons, c'est qu'il y a un besoin de renouvellement. 40 ans et plus de partis communistes et partis socialistes. Notre message à nous, il est de dire que le véritable renouvellement, il est au centre droit. Ça veut dire aussi qu'il peut y avoir des majorités locales de rassemblement, c'est ce qu'on fait dans nos villes, c'est ce message-là qu'on peut porter, qu'on peut construire ensemble. Et ce qui a fait la force hier de l'UDF, ce qui fera la force de l'UDI demain, c'est d'avoir aussi à l'intérieur une palette de talent et de sensibilité. Jean-Christophe a cette qualité aussi de savoir rassembler dans le département. On essaie tous de construire autour de ça. Donc, agrégeons les talents et agrégeons les sensibilités de chacun. C'est la bonne démarche, c'est comme ça qu'on fait des majorités, c'est comme ça qu'on va de l'avant. Pas d'exclusive, simplement, au bout d'un moment, quand on a un système électoral, il faut aussi en tenir compte et être dans une logique de clarté. Affichons nos alliances, pesons aussi pour être devant. La force que Jean-Louis a créée avec toutes celles et ceux qui l'ont rejoint, qui sont divers, c'est cette capacité-là d'aller de l'avant, de rassembler et de dire on n'a pas d'exclusif et on a vocation à gouverner demain. Souvenez-vous, il y a des années de ça, l'UDF était une grande confédération avec des sensibilités à l'intérieur. Elle a été quasiment le premier parti de France, on était à quelques députés près, devant le RPR de l'époque. On a cette vocation à gouverner. Et là, effectivement, on résout votre équation, parce qu'on gouvernera sur des valeurs qui sont les nôtres, mais il faut savoir faire des majorités. En politique, c'est comme ça que ça marche, mais ici, vous en ferez aussi des majorités. Et je pense que Jacques, le moment venu, saura mener une liste de très large rassemblement au niveau local, cette bonne démarche. Excusez-moi, mais pour compléter la réponse, comme on est entre nous, ce que vous dites est sans doute entendable sur il faudrait éviter la droite et la gauche, d'autant plus que les choses. C'est sans doute entendable. Il y a juste un souci, un détail, et ce détail est incontournable tant que vous n'avez pas la présidence de la République. C'est que les modes de scrutin en France sont des modes de scrutin nominaux majoritaires de tout, pour l'essentiel. Si vous aviez un scrutin proportionnel, il y aurait beaucoup plus intégralement proportionnel. Il y aurait beaucoup plus de facilité à avoir une droite, une gauche, un centre, une extrême droite, une extrême gauche. Je crains fort qu'étant donné ce qu'est notre pays, ce soit totalement gouvernable. Ça veut dire, est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas avoir proportionnel? Si, je pense qu'il faut une dose de proportionnel. Je pense d'ailleurs que Jospin se moque du même quand il dit 10%, parce que le minimum c'est 20%. Ça ne change rien de majorité, mais ça fait une vraie proportionnelle. Vous imaginez 58 députés élus à la proportionnelle la prochaine fois sur 577. Quand vous avez déjà pris l'UMP, le PS et l'UDI, vous représentez 60-65% des Français. Vous avez pris 65% de 58. Qu'est-ce qui reste pour le proportionnel? Puisque en réalité, ces mouvements-là ont déjà des capacités. C'est pas comme ça que ça peut marcher. Deuxième élément quand même que je voulais soumettre à votre appréciation, la politique, c'est deux choses. Concevoir des idées et des projets.
mais aussi exercer le pouvoir. Pas pour le plaisir d'exercer. Si vous faites de la politique, vous concevez des idées, parce que c'est criminel d'exercer le pouvoir sans avoir essayé d'établir un projet, ça arrive. Vous concevez des idées, vous les appliquez pour conquérir le pouvoir. Si vous avez des idées pour le faire, c'est mieux d'être à la mairie, parce que sinon vos idées ne servent à rien, vous faites de la philosophie politique. Et donc être dans un mouvement politique, dans un combat politique, comme sympathisant politique, ce n'est pas se mettre dans une situation d'impuissance. Et dans un combat politique tel que nos institutions sont organisées, vous êtes nécessairement en situation d'alliance. C'est vrai à gauche, avec toutes les difficultés qu'on a soulignées tout à l'heure, et la déliquescence qu'on est en train de voir, le PC, les radicaux de gauche, le PS, les Verts, c'est une alliance. Alors, surtout en place d'autre chose. Et ce qui manque d'ailleurs, de l'autre côté de l'échiquier politique, c'est justement cette alliance. Depuis 10 ans, pas plus longtemps, on a tous oublié qu'avant 2002, c'était comme ça que ça se passait, qu'il y avait des alliances. Et alliance, ça veut dire à la fois loyauté et concurrence. Je disais tout à l'heure que dans une ville comme Olney, c'est l'UDI qui a vocation à porter les couleurs de cette alliance. C'est clair. Et si ça ne leur plaît pas, eh bien, nous en discutons. Fermement, fortement. Et il y a des moments où j'aime bien discuter. Il y a des moments où on arrêtera de discuter. Parce que dans ce département, c'est pas nous qui sommes faibles. Ce sont nos alliés. La politique, c'est un rapport de force aussi. Et donc, c'est créer le rapport de force qui permet, à un moment donné, d'avancer. Quand on est en situation de faiblesse, on est en situation de clémenteur. Et depuis 10 ans, nous sommes mis en situation de faiblesse parce que nous sommes séparés, parce que nous sommes divisés et parce que nous sommes illusionnés pour une partie d'entre nous sur la capacité à rester tout seul dans son coin et le reste de la France à les fuir par se rendre compte qu'on avait raison. Non. Non. Non et non. Ça ne marche pas comme ça. Si vous faites ça, hélas, Jacques, vous avez devant vous des jours pénibles. Donc, la réalité, c'est que vous bâtissez une alliance, ça veut dire loyauté, et ça veut dire concurrence. Qu'est-ce qu'on a fait à Noisy-le-Sec? On avait le meilleur candidat. Il se trouve que l'UMP n'était pas d'accord, c'est son droit. Combien ils ont fait là? 15%, on a fait 33%, et nous on a gagné la ville. Je pense que ça les a fait réfléchir pour la suite. Quand on dit qu'est-ce qu'on a fait là, au jour? Je vous fais remarquer qu'en 2008, on a présenté à Beaujour un candidat contre le maire UMP sortant qui était en mauvaise situation. Ça veut dire qu'on ne le fera pas partout. Mais quand il s'agit de gagner, il s'agit de gagner comme en sport. Vous avez déjà vu les sportifs, ils sont très copains entre eux. Enfin, quand ils rentrent sur le terrain, ils jouent. Et après, on voit. Et bien, c'est la même chose. Donc, il ne faut pas oublier cette alliance parce que ça permet la clarté. Et en plus, avec les épisodes malheureux du centre de ces dernières années, mais c'est la concurrence. Et quand je disais on a oublié depuis 10 ans une chose, et je termine par là, c'est que quand il y a une majorité, c'est l'exception qu'un parti ait la majorité absolue à lui tout seul. Puisse gagner une élection à lui tout seul. C'est l'exception, 10 ans. Un coup parce que Le Pen fait irruption au deuxième tour de la présidentielle. Et un deuxième coup parce que, comment dirais-je, celui qui pouvait être l'allié, je parle de François Bayrou, refuse de choisir une alliance. À la limite, il aurait choisi Plourde, c'est son problème, mais il refuse de choisir. Il rend donc impuissant et stérile les 18% de gens qui ont voté pour lui. Sinon, vous auriez eu, lors de la dernière mandature, une majorité à l'Assemblée nationale qui n'aurait pas été proposée par l'UMP, qui aurait été proposée par l'UMP et les centristes. Et vous auriez eu à ce moment-là un autre équilibre au sein d'une majorité. Et comme l'a dit Vincent, l'objectif de l'UDI dans cette alliance, dans cette concurrence, qui est aussi une concurrence, c'est de se donner les moyens, demain, ça dépendra de vous autant que de nous, c'est de se donner les moyens demain, de faire en sorte que nous soyons certes les alliés de l'UMP, mais que ce soit surtout eux, nos alliés, derrière, de loin, plus petit. Et c'est beaucoup plus réalisable que vous pensez, surtout quand vous connaissez l'état des relations qui est entre eux et la difficulté politique qui est pour eux. Ceux qui s'intéressent le plus à ça, je vous invite à cette réflexion. Dimanche prochain, au soir, ce sera la première fois, depuis 1958, que la droite aura, quand je dis la droite, je pense à l'UMP, que la droite aura un responsable de parti, mais qu'elle n'aura pas de leader politique.
quel que soit celui qui est élu. Parce que le soir même de l'élection, celui qui aura perdu continuera à contester le leadership de l'autre. Et c'est en 2016 qu'ils régleront le problème. Pendant 4 ans, ils ont le problème. Nous, on n'a pas de problème. Et il y aura en plus une autre élection en 2015. Donc ils vont se taper l'exercice 2 fois. Quand De Gaulle était là, c'était évident. Avec Pompidou, ça s'est passé normalement. Quand Chirac trahit Chaban-Delmas, il devient chef de la droite. Et il est remplacé en 2005 par Sarkozy. Ça n'est jamais arrivé à la droite de se retrouver dans une situation où elle n'a pas de chef. J'ajouterais pire que ça. Non seulement elle n'a pas de chef légitime ressenti comme tel, mais en plus, il y a un ancien chef qui est là et qui pèse lourdement sur l'état d'esprit général dans le monde. Donc, on a aussi un gros travail à faire parce qu'on a des espaces politiques qui s'ouvrent devant nous. Jean-Michel Lapin, la région Île-de-France a de gros problèmes de transport, et par conséquent le département d'ailleurs également. Comment s'en sortir et surtout quel message porter sur ce constat? Oui, à la région, c'est effectivement le sujet, Grand Paris, des transports notamment, qui nous préoccupe dans l'opposition. Moi, je siège en tant que conseiller régional dans un groupe dirigé par Laurent Lafont, qui est le maire de Vincennes, et qui préside donc le groupe UDI. Nous portons ce combat tous les jours. Et c'est un combat, en fait, à notre grande surprise, on ne devrait pas être surprise par cela, on le porte contre Cécile Duflot. Cécile Duflot, qui est ministre donc, de l'égalité des territoires et du logement, était, avant d'être ministre, présidente du groupe des Verts à la région Île-de-France. Donc elle connaît le dossier. Elle le connaît, et en même temps, elle a voté contre le Grand Paris. On le sait. On était présent au moment où elle a levé la main pour dire qu'elle est contre le Grand Paris. Et c'est à cette personne-là qu'on a confié le dossier du Grand Paris. Ça, c'est quelque chose de complètement aberrant. Premier acte après le 6 mai, pour nous à la région, ça a été de faire un communiqué, de nous étonner que le dossier du Grand Paris ait été confié à une dame qui avait été contre. Donc, il n'est pas étonnant, de là, que le dossier reste. Déjà qu'il avait pris du retard, du fait des 2 projets concurrents entre celui du gouvernement, qui était donc le Grand Paris, et Arc Express, qui était celui porté par le président Jean-Paul Luchon de la région Île-de-France. Ils ont réussi à trouver une convergence. Ça veut dire que le projet entrait dans une dynamique nouvelle, enfin concrète. Paf, le 6 mai, changement de gouvernement, nomination du ministre, qui est contre le Grand Paris et qui est en charge de cette question. C'est absolument sidérant. Alors que le Grand Paris, s'il y a bien un sujet essentiel parmi les grands sujets qui devront faire la France de demain, c'est-à-dire l'école, la formation professionnelle, la compétitivité, il y a aussi le Grand Paris. Pas seulement pour l'Île-de-France d'ailleurs, puisque ce projet va bien au-delà de l'Île-de-France, mais pour aussi des départements comme la Seine-Saint-Denis, qui ne peut pas faire ça. On parlait tout à l'heure du RERB. Mais c'est incroyable ce RERB, qui doit être au cœur de ce dispositif-là en termes de rénovation. 1,5 million de gens par jour qui fréquentent ce RER. On passe nos journées à la région à porter ce sujet-là. Moi, je veux dire, on est dans les Hauts-de-Seine, le RERB n'est pas notre préoccupation immédiate, mais on en parle quand même. Il est mythique. Donc, je suis bien d'accord avec vous, ça doit être un sujet essentiel. Nous, nous le portons en tant qu'opposition, en espérant être entendus, et nous faisons tous les efforts qu'il faut pour ça. C'est vrai qu'en face, on est dans une situation complètement aberrante, où la ministre qui est en charge du dossier veut porter le Grand Paris. Voilà. Quoi qu'elle en dise. Parce que nous, on était là, en tant que conseil régional, quand on a vu voter contre ce projet. Et si elle dit aujourd'hui l'inverse, c'est un mensonge. Parce qu'en tant que présidente du groupe, elle a entraîné les Verts à voter contre ce projet. Voilà. Donc, moi je pense honnêtement qu'il faudra saisir l'occasion en 2015, et donc il n'y a pas si longtemps, il y aura une sélection régionale pour demander des comptes à la majorité régionale aujourd'hui sur ce dossier-là. Et je ne vous parle même pas de la question du financement, du budget, évidemment, qui doivent être disponibles pour financer le Grand Paris. Je ne parle même pas
de la solidarité entre les villes, parce qu'on voit bien que toutes les villes ne sont pas logées à la même enseigne. On voit bien aussi l'équilibre entre les territoires, puisque les installations, le métro automatique, etc., c'est des enjeux quand même absolument importants. Pour l'instant, ça n'avance pas. Bref, ce sont des sujets absolument majeurs qui, pour nous, nous laissent frustrés, parce qu'effectivement, nous avons face à nous un mur qui ne veut pas entendre, qui ne veut pas avancer, qui invoque des problèmes budgétaires, là où en fait il y a une opposition de principe tout simplement. Vous voyez, tout à l'heure, je disais, on a besoin de vous. Rama se souvient très bien de cette campagne régionale de 2010, où on essayait d'expliquer que le président de la région, c'est le responsable des transports en Île-de-France. Prévert disait un train à cheval en voiture, là pour le compte, en train, en métro, qu'il soit automatique ou pas, en tramway, en bus, c'est lui. Jean-Paul Huchon est le responsable de la totalité. Il est le président du syndicat des transports de France. Il aurait pu le donner à quelqu'un. Non, c'est lui et lui seul le responsable des transports en Île-de-France. Et quand on est au moment des élections régionales, personne ne l'entend, personne ne le comprend. Je disais tout à l'heure qu'un parti politique, c'est des gens comme Rama qui portent à la région des choses, mais c'est aussi vous qui devez passer votre temps à l'expliquer d'ici 2014 à 2015, selon le moment où ont lieu ces élections, pour qu'au moment où on arrivera et qu'on leur dira, mais enfin, regardez, qu'est-ce qui s'est fait? Ils n'ont même pas été foutus de changer les rames. Pour ceux qui prennent le RER, vous avez vu ce qui s'est passé? Ils nous ont changé 19 rames, ils ont découvert que c'était amianté, qu'il fallait tout recommencer. Brillant! Et l'investissement a été mis sur d'autres lignes, plutôt que sur le RERB, dont on connaît comment dire, la réalité. Donc vous vous rendez compte? Mais ça, on a besoin de vous pour le faire comprendre, parce qu'on désespérait quand on se tapait l'entrée des métros à expliquer aux gens, on leur disait, mais là, ce que vous vivez, ce que vous allez subir, c'est le type pour qui vous votez. Ah bon? Utilisons les 2 ans qui viennent pour expliquer que le RERB, le Grand Paris qui n'y arrive pas, il y a du flot, et on attend les choses en tournant, que la tangentielle Nord, moi j'ai été conseiller régional en 1998, c'est déjà si vieux. En 2000, on a voté la tangentielle. La tangentielle, vous savez, c'est la ligne qui doit partir de Sartrouville pour atterrir à Noisy-le-Sec. En 2000, on devait ouvrir la partie qui fait Épinay-le-Bourget, on devait l'ouvrir là. J'ai cru qu'on me rentrait dedans. On devait l'ouvrir là en 2014. On vient de nous dire qu'il y a 2 à 3 ans de retard. Si je calcule bien, ça fait autour de 2017. 17 ans pour faire un bout d'une ligne. Et quand un type est aussi incompétent en ville, il faut que les gens sachent que c'est lui qui fait ça. Encore une ou 2 questions, je vous en prie. Bonsoir, Alex Chevalier de Drancy. Donc, l'Europe est personnellement ancrée dans l'ADN du pays, je vais donc en parler un peu. Dans une classe, quand vous avez un élève qui a 19 de moyenne et un autre qui a 5, on ne va pas voir l'élève qui a 19 en lui disant c'est trop, tu travailles trop bien. Au contraire, on va lui demander d'accompagner l'élève qui a 5. On va aller lui proposer de faire un binôme. Pour lui, c'est très bénéfique, ça va lui apprendre la pédagogie, ça va lui apprendre la solidarité. L'élève qui va avoir 5, ça va lui permettre de progresser. Je fais le lien avec l'Allemagne. L'Allemagne vient d'être accusée encore par M. Mélenchon de trop bien réussir. Que pensez-vous de cette déclaration? Deuxième point, j'en profite. Quelle est la vision de l'IBI sur l'évolution de la gouvernance européenne? Vous parliez tout à l'heure, M. Lagarde, du courage politique. Nous avons aujourd'hui un Parlement européen qui alterne ce siège entre Strasbourg et Bruxelles. Ne pensez-vous pas qu'il serait temps d'avoir le courage politique de donner une seule et unique capitale à l'Europe? Merci. Alors, effectivement, on ne peut pas terminer cette réunion sans parler de l'Union européenne. Vous avez bien raison sur le sujet, parce que s'il y a bien une thématique historique pour ce centre droit, c'est bien l'Europe face au scepticisme d'autres formations politiques. Et l'Europe sera effectivement un des axes majeurs de la doctrine politique de l'UDI. Ça ne va pas être simple, parce que ce sera dans un contexte effectivement de crise de l'Union européenne,
dans un contexte favorable à tous les sceptiques. Ça va être un contexte porteur pour les procureurs de l'Europe, dont est justement Jean-Luc Mélenchon, mais il ne sera pas le seul. Vous en trouverez aussi à l'extrême gauche, vous en trouverez à l'extrême droite, vous en trouverez même au sein de l'UMP, puisque ce clivage a existé, on l'a vu au moment de Maastricht. François Fillon, si il est président de l'UMP demain, dimanche soir, a voté non au traité de Maastricht. Vous en trouverez au PS. Regardez ce qui s'est passé il y a quelques semaines au Parlement avec cette découragement politique justement qui sert pour certains d'entre eux parce qu'ils avaient pris cet engagement vis-à-vis de leurs électeurs, ont, comme disait Jean-Christophe, ont voté contre le traité budgétaire européen. Vous en trouverez partout. Vous en trouverez même devant vous, puisque moi-même j'ai voté contre le traité constitutionnel de 2005. Ah bon, d'accord. Ah, mais pas du tout pour les mêmes raisons. C'est bien le coming out qui nous le fait aujourd'hui, parce que moi je me sentais un peu. C'est vrai, je me sentais un peu seule, parce que je ne vous ai pas compris, mais je me suis dit peut-être que ça se sait, donc autant le dire avant d'être grillé définitivement. Donc, vous en trouverez qui diront que l'Europe ça ne va pas, mais pas pour les mêmes raisons, en effet. Entre les souverainistes d'un côté, qui n'admettent pas qu'il y ait autre chose que la nation, et la nation au sens le plus étriqué du terme. Entre ceux qui diront que l'Europe est responsable de tous les problèmes de la France, alors que ce sont les gouvernants qui, ces 30 dernières années, ont fait passer la pilule des réformes les plus difficiles, ou de leur propre lâcheté, sur le dos de l'Europe. Entre ceux qui diront à juste titre que l'Europe n'est pas assez populaire, qu'elle est trop bureaucratique, qu'elle ne se préoccupe pas assez des peuples, pas assez de croissance économique, j'en fais partie de cela. Vous aurez une diversité de nonistes, au fond. Et je pense encore qu'elle est majoritaire. Si demain nous faisions un référendum, je pense qu'elle est encore majoritaire. Et donc l'exigence pour nous, UDI, avec ceux qui ont voté oui, comme ceux qui ont voté non au dernier référendum, ce sera de proposer un projet européen qui ne soit pas naïf. Je veux dire par là, il faut sortir de cette espèce d'idéal européen qui consiste à dire l'Europe c'est bien parce que c'est bien. Il va falloir essayer de montrer en quoi c'est bien. Et si il faut faire des propositions, et il faudra en faire, il faudra essayer de montrer que par les propositions que nous faisons, nous pouvons donner à l'Europe ce supplément d'âme qui lui manque aujourd'hui. Je vous le dis en toute simplicité, j'avais voté non en 2005, à une époque où je ne suis même pas encore dans la politique, et quand je suis rentrée au gouvernement, je pensais que je serais un petit peu plus pro-européenne, et tout était fait pour me maintenir dans mon nom. Je vous donne juste un exemple. Quand je suis secrétaire d'État aux affaires européennes et aux droits de l'homme, surtout aux droits de l'homme, j'ai plusieurs fois éprouvé les difficultés de la construction européenne. Par un exemple tout simple, le Dalai Lama. Le Dalai Lama est venu faire une tournée européenne, je crois que c'était en 2008. Donc il est allé voir les Allemands, les Anglais, les Français. En Allemagne, ça s'est bien passé, les Chinois n'ont pas trop mal réagi. En Angleterre, les Chinois ont un petit peu couiné, mais c'est quand même passé. Et quand le Dalai Lama est arrivé en France, ça a été la catastrophe. Les Chinois, par la voix de leur ambassadeur, qui était chargé d'affaires, nous ont menacé de représailles économiques. Parce qu'on parlait de recevoir le Dalai Lama à l'Élysée. Pourquoi ce deux poids deux mesures? Pourquoi le Dalai Lama pouvait être reçu par Angela Merkel sans que ça fasse bouger les Chinois? Et pourquoi nous, ça posait un problème? Parce que les Chinois considéraient que les Allemands, ils réussissaient trop bien. Ils avaient les moyens, eux, de faire des représailles sur les Chinois. Nous n'avions pas ce pouvoir-là. Donc, ils pouvaient nous taper dessus. Donc, ils pouvaient nous manquer de respect. Donc, ils pouvaient mettre en cause notre souveraineté nationale. Et qu'est-ce qu'il aurait fallu faire à ce moment-là? Et c'est pour ça que j'ai plaidé, moi. Mais il aurait fallu que le Dalai Lama soit reçu par l'ensemble des Européens, au Parlement européen. Parce que les Chinois n'auraient pas su sur qui tirer. Et ils n'auraient pas osé tirer sur l'ensemble de l'Europe. Mais parce que nous n'avons pas su, Européens, nous entendre, eh ben, on a laissé le Dalai Lama se balader dans toute l'Europe et les Chinois faire des représailles ou pas en fonction du pays qui était en face. Et bien ça, c'était un échec de l'Europe. Un autre exemple. Quelques années plus tard, j'étais ambassadeur de France auprès de l'UNESCO et la Palestine a demandé à intégrer l'UNESCO comme pays membre, comme État membre.
il est évident que la Palestine n'est pas encore un État reconnu comme tel par l'Organisation des Nations Unies. Donc l'UNESCO ne pouvait pas faire cette reconnaissance. Elle n'en avait pas le pouvoir. Maintenant, la procédure a été quand même lancée parce que l'UNESCO est dominée en vérité par des États du Sud et notamment pour Palestine. Donc la procédure s'est poursuivie. Quand la question s'est posée de savoir quelle attitude allaient adopter les pays européens, au lieu d'adopter une position commune, comme on s'y attendait, puisque tous les mardis, les ambassadeurs des pays membres de l'Union européenne se réunissaient le matin et définissaient des positions communes. Vous savez ce qui s'est passé? Ils ont été incapables de s'entendre pour définir une position européenne commune face à cette question tellement importante qui était l'entrée de la Palestine au sein de l'UNESCO. Résultat, les Italiens ont voté pour, les Espagnols ont voté pour, les Allemands ont voté contre, nous on a commencé par dire non, puis on a fini par dire oui. Et on a été ridiculisés. Voilà deux exemples de l'incapacité de l'Europe politique à exister sur la scène internationale. Je crois que nous devons d'autant plus exister en tant qu'Europe politique, donc mon nom était un nom de plus d'Europe en fait, que économiquement nous sommes la première puissance commerciale au monde. Et notre pouvoir, notre poids politique ne correspond pas à cette situation économique-là. Donc vous faites des propositions au fond à travers l'idée, si anecdotique que ça, d'une capitale. On pourrait aussi aller plus loin, d'un président européen élu au suffrage universel par exemple. Mais regardez ce qui s'est passé avec, quand il s'agit de trouver des représentants de l'Union européenne sur la scène internationale. Qui a été choisi? M. Van Rompuy et Mme Ashton. Mais ils l'ont fait exprès. Ils l'ont fait exprès, les chefs d'État européens, parce qu'ils ne voulaient pas prendre des personnalités charismatiques à la Tony Blair, parce qu'il aurait sans doute fait de l'ombre aux chefs d'État européens. Vous voyez ce que je veux dire? Donc l'Europe fait le choix, fait ses choix, des choix non politiques, des choix qui finalement la desservent, parce que nous sommes depuis quelques années dans un système où c'est le retour des États-nations et d'une concurrence acerbe. Et les Allemands, vous citez un exemple, sans doute il y a des raisons de les prendre en exemple, mais moi je ne me contente pas de les prendre en exemple, de considérer qu'ils réussissent trop bien. Ils réussissent quelquefois aussi sur le dos de l'Union européenne, parce que quand l'Allemagne rentre dans l'euro, accepte de rentrer dans l'euro, donc de renoncer au sacro-saint marque, c'est parce que l'Union européenne dans son ensemble accepte les conditions allemandes, qui est l'indépendance de la BCE, qui est la priorité accordée à la lutte contre l'inflation, donc au détriment de la croissance. Et résultat, depuis 15 ans, l'Union européenne est le continent où le croissance est le plus faible du monde. Et ça, on le paye cher. Parce qu'on a adopté la doctrine économique allemande et on a laissé tomber, on a négligé ce petit détail qui s'appelle la croissance économique, qui permet de créer des emplois et d'avoir un taux de chômage faible. Donc moi, je crois en une Europe avec une Allemagne forte, d'accord, mais surtout un axe franco-allemand fort. Je crois plus en ça. Je crois en une Europe économique, mais pas seulement, je crois aussi en une Europe politique. Et donc c'est vrai que les symboles sont importants. Et je crois, parce que les symboles sont importants, en une Europe qui a du sens, c'est-à-dire non seulement une direction, mais aussi une âme. C'est-à-dire qu'ils soient capables sur la scène internationale de porter un message d'universalité face aux deux superpuissances qui ont désigné la semaine dernière leur nouveau chef d'État, à savoir les États-Unis et la Chine.